Bien, merci beaucoup, Madame la Directrice. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir. Merci infiniment pour l'invitation et un plaisir évidemment de partager les fruits de ce travail, de ce projet éditorial qui m'a occupé pendant une bonne partie de notre premier confinement. Et donc, c'est un plaisir de pouvoir parler également d'Amérique latine. Alors, peut-être je voudrais ce soir développer de manière assez simple le fruit de ce travail autour de quatre grandes réflexions, quatre grands axes. Et le premier touche directement en fait à l'origine de ce projet que j'ai mené à partir de l'année dernière, mais qui est au final le résultat et le produit de 10 années de recherche que j'ai pu mener en Amérique latine, sur l'Amérique latine, à Sciences Po et ailleurs, et à l'Université de Tours, et qui m'a conduit à avoir un étonnement profond en réalité dans l'épisode et le scénario que vous évoquiez vous-même, cet embrasement que vous avez évoqué donc de contestation sociale qu'a connue l'Amérique latine entre octobre et novembre 2019, où un peu comme un jeu de domino, l'ensemble des pays du continent, ou une majorité en tout cas des pays du continent, se voyaient affectés par des crises sociales extrêmement profondes, extrêmement violentes pour certaines. On a probablement en mémoire certains des épisodes chiliens qui ont contribué à nourrir les médias, la presse internationale par les actes de violence, notamment la répression policière qui avait été menée. Et en l'occurrence, on a eu une image durant notre automne, octobre-novembre 2019, d'un continent qui s'enflammait. Alors pourquoi je vous parlais d'étonnement? Tout simplement parce que, en tant que chercheur, en tant que politiste qui travaille sur l'Amérique latine, j'ai observé avec beaucoup d'intérêt tout ce qui se disait évidemment sur le continent, tout le traitement médiatique qui était fait de ce scénario continental, et j'en étais, si aujourd'hui le bouquin sort, c'est que j'en étais vraiment insatisfait de ce traitement-là. Insatisfait pour une simple et bonne raison, c'est que le regard majoritaire qui a été porté sur ces épisodes qu'on peut rassembler autour de l'automne des peuples latino-américains a été un regard de convergence, un regard qui a contribué à mettre dans le même panier, à analyser selon les mêmes codes, selon les mêmes standards, selon les mêmes concepts, des crises qui en réalité étaient toutes très différentes les unes des autres et qui s'exprimaient selon des logiques qui étaient extrêmement différentes. En l'occurrence, c'est précisément cette réalité-là qui m'a poussé à travailler sur la diversité des crises, sur leur hétérogénéité et sur leur grande singularité. J'ai essayé pendant tout ce travail de résister fondamentalement à l'idée que ce qui se passait au Chili, ce qui se passait en Bolivie, ce qui se passait au Venezuela ou au Nicaragua répondait à une seule et unique matrice, à une seule et unique grille d'analyse. Je crois que c'est fondamentalement faux et il était plus que nécessaire pour avoir une vision suffisamment claire et précise de ce qui était en jeu et ce qui était en train de se passer dans le continent. Il était nécessaire de revenir sur cette idée, sur ce concept de crise politique. Le but, comme je l'indiquais, c'était véritablement essayer de retrouver la richesse, de retrouver la singularité de toutes ces crises en remobilisant un concept que peut-être vos étudiants connaîtront, que j'emprunte à Michel Daubry, grand politiste français, qui est celui de crise politique, qui tend à poser une grille de lecture justement sur des épisodes de contestation, d'instabilité, et pour précisément avoir un regard beaucoup plus minutieux sur des soulèvements, ou en tout cas des épisodes derrière lesquels on range toute une série de termes qui sont souvent considérés comme étant synonymes d'ailleurs, mais qui ne le sont absolument pas dans la réalité, mais où on trouve de manière égale soulèvement, révolution, révolte, violence sociale et contestation populaire, etc. Tous ces termes inondaient les médias, mais encore une fois ne reflétaient en aucune façon la réalité profonde de ce qui se passait dans le continent. Donc, à travers cette idée et ce concept de crise politique, j'ai voulu jeter un regard sur la dynamique en cours, mais pas seulement. C'est probablement le deuxième objectif qui a été mon fil directeur, c'était
non seulement de donner un peu plus de précision au regard des épisodes contestataires, mais aussi, à travers cette idée de crise politique, revenir sur une décennie. Une décennie qui a été extrêmement riche sur le plan politique en Amérique latine, depuis donc 2009 jusqu'à 2019. Et le hasard de l'histoire veut que, entre 2009 et 2019 précisément, ce qui va constituer les bornes de cet ouvrage, eh bien, on trouve deux épisodes de rupture de l'ordre constitutionnel pour deux États. D'un côté en 2009 le Honduras, de l'autre côté en 2019 la Bolivie. Ces deux épisodes-là, d'un côté avec un président qui est mis dans un avion expulsé de son territoire au Honduras en juillet 2019, de l'autre côté un président bolivien qui est contraint à fuir au Mexique dans un premier temps puis en Argentine, Evo Morales en Bolivie donc, on a un regard, on a une séquence qui s'est dessinée autour de laquelle, je crois, par le prisme des crises politiques, il était plus que nécessaire d'observer, de regarder les démocraties. La démocratie est très largement considérée, regardée, analysée, tout simplement sous le fonctionnement électoral, sous la plupart du temps, en tout cas, l'organisation à échéance régulière d'élections. Je crois qu'on passe fondamentalement à côté du sujet de l'état et de la qualité des démocraties quand on s'arrête uniquement à observer ce qu'on appelle la démocratie électorale. Donc, avec ces deux objectifs-là, j'ai mené ce projet, donc, qui est un projet sur le plan géographique assez ambitieux, dans la mesure où il tente de mobiliser 10 cas d'études différents, avec un regard qui est, on va dire, panoramique à l'échelle du continent. Certains États sont moins traités que d'autres, dans la mesure où les scénarios démocratiques et les scénarios de crise politique ont divergé très fortement. Pour cette raison-là, je parle, par exemple, moins de l'Argentine dans ce livre, je parle moins de l'Équateur, pays pour lequel la crise s'est arrêtée, en tout cas avant de basculer vers ce qu'on peut qualifier à proprement parler comme une crise politique, mais beaucoup d'autres États ont fait l'objet d'un traitement profond, des États qu'on connaît beaucoup parce que c'est ceux dont on a parlé le plus dans les médias, et notamment dans les médias européens, quand l'information voyage depuis le continent latino-américain. C'est le Venezuela, c'est la Bolivie précisément, c'est le Honduras, c'est le Nicaragua, en l'occurrence, ce livre-là avait pour ambition de dresser des comparaisons de différents pays par coup de sonde pour essayer de comprendre quel était véritablement l'état des démocraties. Alors, une fois que je vous ai livré un peu ces deux objectifs qui m'ont intéressé, qui ont conduit et guidé ce projet, je voudrais revenir rapidement sur les 4 grands regards que j'ai pu porter sur les différents États latino-américains, sur les grandes évolutions que le continent le continent a pu connaître au fil de cette décennie. Dans un premier temps, j'ai essayé de revenir sur la façon dont précisément les crises ont été pensées, pour essayer d'une part de démystifier une logique qui est encore malheureusement très majoritaire dans les analyses que l'on peut découvrir sur l'Amérique latine, c'est l'idée de penser systématiquement l'instabilité politique, la crise, à travers le prisme de l'influence extérieure. C'est une réalité qui est omniprésente dans beaucoup de textes, beaucoup de papiers, qui évidemment s'expliquent pour des raisons qui sont très historiques, que je rappelle dans l'ouvrage, et qui lient par définition le continent à ce voisin souvent encombrant qu'ont été les États-Unis et qui ont lié par des racines historiques, économiques et politiques très très fortes les États-Unis avec l'ensemble des États du continent. De ce fait-là, on a souvent pensé les crises, les grandes déstabilisations de l'histoire du continent à travers ces influences extérieures. Là encore, pour essayer de démystifier cette logique, ce que je démontre dans cet ouvrage, c'est que on passe à côté, encore une fois, du sujet lorsque on ne regarde les crises, les déstabilisations, que par ce prisme-là. Je crois que l'influence extérieure doit être analysée, il faut la prendre en compte, et je le fais dans cet ouvrage, mais il est plus que nécessaire de bien comprendre les racines endogènes, les racines profondes des crises
politique latino-américaine à travers justement les éléments sociaux, les éléments de structuration économique qui permettent donc de dresser le panorama et le scénario général de l'explication des crises. Par ailleurs, je crois qu'on passe encore une fois à côté du sujet si on se contente d'analyser ces influences extérieures que par le regard qui lie le continent avec les États-Unis. L'ordre international a profondément changé, ça, je pense que la majorité d'entre vous le savent. L'ordre international s'est complexifié, on parle aujourd'hui de multiplex order, pour utiliser cette expression anglophone, mais où les pôles de puissance se sont diversifiés, où les logiques de pouvoir se sont diversifiées. Et en l'occurrence, comment elle s'exprime sur le continent latino-américain? Eh bien, elle s'exprime bien au-delà d'une relation spéciale avec les États-Unis. Aujourd'hui, les puissances présentes sur le continent sont non seulement les États-Unis, mais aussi la Chine. Mais cette rivalité qui est souvent mise en avant entre États-Unis et Chine sur l'Amérique latine serait largement partielle et incomplète si on ne parlait pas aussi de la Russie. L'Europe reste encore dans un rôle très indéterminé, très flou, qui est en train d'évoluer, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le continent est en prise d'une grande diversité de réalités extérieures et s'inscrit pleinement dans le jeu géopolitique global. En la matière, ce que j'essaye d'analyser justement, et là où j'essaye de démystifier cette pensée traditionnelle de la crise, c'est de montrer que les vecteurs d'influence, les faisceaux d'influence, sont très largement diversifiés entre ces grandes puissances, donc que sont les États-Unis, la Chine et la Russie. Une fois que ce regard est porté, que la façon donc de penser les crises est revue, en tout cas reconstruite, j'essaye de porter deux types de regards à deux niveaux différents. Comme je l'indiquais dans mon introduction, le premier niveau que je porte, de regard que je porte, est celui qui va essayer de décortiquer, de déconstruire le fonctionnement de la démocratie électorale. Comme je le disais, une erreur fondamentale que l'on peut faire aujourd'hui est de penser l'Amérique latine à travers ce qui est souvent pour autant mis en avant à travers un scénario de qualité de fonctionnement de la démocratie, sur la base de l'idée que des échéances régulières, donc électorales, sont organisées, que la participation est relativement importante, voire massive dans certains pays, et que on voit même des alternances politiques survenir. Je crois que ces trois éléments-là, le fait d'organiser des élections, la participation électorale et les alternances, malgré tout, ne contribuent pas ou ne contribuent plus à penser la qualité de la démocratie. Précisément parce qu'on est aujourd'hui dans une situation où les démocraties se sont progressivement déracinées. Alors je garde ce point pour la fin de ma présentation, pour vous expliquer in fine pourquoi je parle de démocratie déracinée. Mais avant d'en arriver là, une fois qu'on a décortiqué ce terrain de la démocratie électorale, il faut mécaniquement porter le regard vers une autre réalité qui est, on va dire, plus explicative, qui est beaucoup plus substantielle pour comprendre la réalité des crises. Et qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on observe quand on se penche au-delà de l'élection? Eh bien, on observe des pays et des États qui font face à des décennies de ruptures et d'inégalités non résolues. On fait face à des ruptures, et c'est le but d'une des grandes parties de cet ouvrage, à des fractures qui ont été enracinées. Des fractures enracinées qui se déclinent à une diversité de niveaux, qui font l'objet aujourd'hui ce que j'ai appelé un triple rejet. Un rejet d'une part de la domination par des élites politiques, des groupes politiques, qui souvent font converger élite politique et élite économique d'ailleurs, et également élite culturelle, mais qui ont exercé leur domination sur les sociétés, sur une pluralité de sociétés latino-américaines depuis plusieurs décennies. C'est ce que j'ai appelé à travers donc, cette convergence des élites, la structure des privilèges, et en l'occurrence le rejet des privilèges, qui est un des fondements, un des piliers de la contestation sociale qui a essaimé à l'échelle du continent entier. Bien évidemment, les contestations sociales, elles n'auraient pas été aussi fortes, aussi impactantes et aussi visibles s'il n'y avait eu que ce simple rejet des élites.
ce rejet des élites, c'est un discours évidemment très classique qu'on connaît aussi très très bien en Europe, hein, qui s'est développé, se développe depuis des années. Mais en l'occurrence, qu'est-ce qui a été le vecteur de cette massification de la contestation sociale? Eh bien, c'est précisément le fait qu'une diversité de luttes et de rejets se sont rassemblés. Et aux côtés donc de ce rejet de la culture du privilège, s'est associé la culture du rejet, le rejet de la culture du patriarcat, qui a très largement été saisi, approprié et mis en avant par le mouvement féministe, qui a joué un rôle absolument décisif dans la massification de cette contestation sociale. On a pu le voir dans les grands épisodes, dans les grandes manifestations qu'a connu le Chili, par exemple, en octobre, au moment de la révolte sociale. C'est des mouvements qui sont extrêmement présents également au Pérou, avec d'autres mobilisations, d'autres mots d'ordre qui touchent, là, pour le Pérou, la corruption, par exemple, et c'est un cas d'actualité très, très brûlant sur lequel je reviendrai peut-être en fin de propos, puisque le Pérou vient d'avoir, en l'espace d'une semaine, son deuxième président. Je vous expliquerai peut-être pourquoi, en revenant très rapidement sur le sujet à la fin de ma présentation. Mais cette adjonction du mouvement féministe et de la contestation qui rejette le patriarcat a permis de véritablement de muscler cette contestation sociale. Là encore, on serait incomplet si on ne se limitait qu'à ça. Il faudrait ajouter également d'autres rejets, et notamment un rejet qui transparaît de plus en plus, qui a été extrêmement présent, par exemple, dans les scénarios, dans les épisodes de contestation boliviens, guatémaltèques. Également, c'est un scénario qui est très présent au Mexique aujourd'hui, même si l'État mexicain n'a pas encore connu de crise politique. On va laisser évidemment le temps du mandat d'AMLO se dérouler. Mais en l'occurrence, c'est le rejet de la domination culturelle. Cette question de la domination culturelle, aujourd'hui, est complètement transverse, elle traverse les sociétés latino-américaines, et on le voit dans tous les mots d'ordre qui ont essaimé les manifestations, et notamment un en particulier qui, je trouve, est extrêmement révélateur de la dynamique en cours, et qui touche à la crise chilienne qui a eu lieu donc en octobre 2019. Pour que vous compreniez ce mot d'ordre, je reviens très rapidement sur cette crise. C'est une crise sociale qui a émergé par quelque chose de très concret, la décision du gouvernement d'augmenter le tarif du ticket du métro, qui a généré une contestation d'une ampleur hors norme. Mais ce qui a véritablement permis de comprendre la logique sous-jacente à cette crise, c'était de dire il ne s'agit pas de la période en tant que telle, ni du prix du métro, il ne s'agit pas des 30 dernières années, il s'agit des 500 dernières années. Donc, à travers ce mot d'ordre, les Chiliens donnaient à voir quelle situation, le fait que ça n'avait rien à voir avec une matérialité, on va dire, de consommation quotidienne, une situation sociale donnée, mais plutôt le rejet d'une domination du gouvernement, de l'élite politique, une domination qui est inscrite sur 3 décennies, héritage de la dictature de Pinochet, et si on veut élargir encore même le propos, l'héritage d'une structure de domination culturelle qui est héritée donc de la colonisation. Quand on arrive à l'issue de ce propos, on voit précisément une diversité des luttes, des enjeux de contestation sociale converger et donner de ce fait toute sa puissance au rejet de l'ordre établi et à l'appel en tout cas à une refondation de la démocratie par le fait que des blessures, des fractures ont été enracinées et n'ont jamais été résolues par précisément ce qu'on a souvent mis au nu comme étant une réussite planétaire, la transition à la démocratie latino-américaine. Je crois qu'il faut revenir, et c'est ce que je fais dans le livre, il faut revenir véritablement sur le bilan qu'on a souvent considéré comme étant réussi des transitions à la démocratie des années 90 pour l'Amérique latine, dans la mesure où tous les grands éléments d'inégalité au sein de la société n'ont fait que grandir et n'ont absolument pas été pris en compte par la structure de la démocratie. Sur cette base-là, il faut ajouter évidemment d'autres facteurs. Le fait que les élites politiques au pouvoir ont très largement instrumentalisé un élément qui est pivot, qui est central dans le fonctionnement de la démocratie, qui est central dans le fonctionnement d'une nation, c'est l'instrumentalisation des constitutions. Ça, c'est une réalité qui a été également transversale à l'échelle du continent.
On l'a souvent observé sous les gouvernements progressistes, donc dans la décennie précisément que j'observe, à travers notamment l'idée que certains leaders charismatiques, politiques, modifiaient les constitutions dans le simple but de se maintenir au pouvoir. Donc modifier les dispositions constitutionnelles qui permettent donc de limiter les mandats présidentiels ou qui empêchent la possibilité de se représenter, etc., etc. Le problème qui s'est posé à travers ces manœuvres politiques, ces manœuvres constitutionnelles, eh bien c'est précisément ce qui fait le ciment de la souveraineté nationale, ce qui fait le ciment de la cohésion nationale, le contrat avec la nation, qu'est la Constitution, eh bien le fait de la réformer très rapidement, de la réformer constamment à des finalités qui sont tout à fait politiques et court-termistes, a contribué à limiter la légitimité des régimes en place et a contribué à affaiblir et à fragiliser la légitimité des élites politiques. En l'occurrence, quand on regarde donc ces discours de rejet qui prennent de l'ampleur, en parallèle des élites qui sont de plus en plus critiquées et qui sont délégitimées par les instrumentalisations qui font de la Constitution, eh bien, on décrit un scénario, un terreau très largement propice donc à cet emballement de la contestation et des crises politiques qu'on a pu observer dans cet automne des peuples. Donc c'est précisément ce regard, ce troisième regard que je porte, le dernier regard que je porte dans cet ouvrage étant un premier aperçu des conséquences que ces crises peuvent avoir. Et ces conséquences, je ne les traite pas, on va dire, sur le plan national, puisque contrairement à ce que j'avais initialement prévu, il y a une réalité qu'on ne pouvait pas anticiper qui est survenue entre la réalité et mon projet, ça a été le Covid, et qu'en l'occurrence, beaucoup des éléments de transition qui ont émergé après les contestations ont été mis en pause. Tous les processus politiques qui ont émergé des contestations ont été mis en pause du fait de la crise sanitaire. Ce qui fait que le référendum chilien, par exemple, pour savoir si vote ou pas d'une nouvelle constitution, a été repoussé à 2 reprises, que les élections en Bolivie, par exemple, ont été repoussées à plusieurs reprises, et que beaucoup d'entreprises de médiation, par exemple, ont été décalées, voire ont été tout simplement mises de côté pour des crises, on va dire, beaucoup plus virulentes, comme au Nicaragua et au Venezuela en l'occurrence. Donc, j'ai été, par la force des choses, amené à considérer plutôt la réalité internationale, c'est-à-dire ce qui était le plus matériellement observable dans les conséquences immédiates des crises politiques. Et ce scénario international que j'observe, il est extrêmement révélateur, et c'est pour ça que je me suis concentré pleinement sur ce 4e axe. Il est extrêmement révélateur de la position relative que aujourd'hui peut occuper le continent à l'échelle globale. Je crois qu'un des fils qui traverse ma réflexion dans cet ouvrage, au-delà de considérer l'état de la démocratie, c'est de savoir quelle place et quel rôle l'Amérique latine va être en mesure de jouer au XXIe siècle. Et en l'occurrence, les éléments que j'étudie et qui dressent un scénario de nombreux États qui étaient considérés comme émergents, qui étaient considérés comme stables sur le plan politique, économique et stabilisés sur le plan de la démocratie, ont révélé, à l'inverse, de grandes fragilités, de grandes instabilités qui ont un impact sur leur capacité à influencer l'ordre normatif international et plus généralement les relations internationales. Donc le constat qu'on peut dresser de ces crises, quand on observe les grands États, bien évidemment, que sont le Brésil, que sont le Pérou, qui depuis 2015 était sur une trajectoire économique croissante avec une ambition diplomatique très forte, notamment de positionnement dans les grandes arènes multilatérales, eh bien on peut voir que les crises politiques ont très largement eu raison de ces réalités-là. Les meilleures preuves que l'on puisse trouver, eh bien c'est précisément le fait que le Chili ne puisse pas organiser la COP 25 dans son pays, obligée donc et contrainte d'être organisée à Madrid.
C'est l'impossibilité pour le Chili également d'organiser le sommet de l'APEC, qui est ce grand sommet économique qui lie l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine. Bref, l'impact direct des crises politiques ont pour effet donc de reléguer à un second plan les États latino-américains qui étaient sur une trajectoire ou une volonté de peser toujours un peu plus sur les affaires internationales. Donc la question se pose aujourd'hui de savoir si précisément l'Amérique latine aura la capacité d'influer sur les normes internationales au XXIe siècle. Pourquoi, je vous le disais, j'ai un avis et je constate en tout cas des éléments ou des signaux faibles qui poussent relativement au pessimisme, c'est précisément par le fait que les démocraties se sont révélées fragiles et que là où on pouvait trouver une solidité de partenariat international entre démocraties, entre États qui soutenaient et promouvaient le multilatéralisme précisément, eh bien là on a à nouveau des fragilités. Des fragilités, et en l'occurrence cette fragilité, on la mesure très fortement dans la dislocation ou la perte de vitesse de l'ensemble de la dynamique de coopération entre l'Amérique latine et l'Union européenne. Ça a été manifeste au moment des crises, c'est toujours manifeste. On est en train de percevoir, encore une fois, des éléments qui peut-être nous laissent à penser des inflexions à venir, mais du côté européen, lorsqu'on se positionne et qu'on regarde néanmoins du côté latino-américain, on voit aujourd'hui une très grande fragilité. Par les mouvements politiques qui sont en place, on peut citer évidemment le gouvernement ultra-conservateur de Bolsonaro, qui pour les nations européennes sont des sortes de repoussoirs hein, dans l'idée de la coopération multilatérale et de la coopération entre démocraties, et aussi de très fortes instabilités sur le plan, on va dire, gouvernemental. Comme je l'indiquais il y a quelques instants, le Pérou, en l'espace de 2 semaines, a connu donc son 2e président, le 3e sur une période de 3 ans. Donc la régularité, la stabilité des relations diplomatiques sont évidemment très lourdement impactées. Alors, voilà les grands regards que je porte sur l'Amérique latine depuis donc, démocratie électorale, les racines profondes de ces crises enchâssées dans l'histoire, et puis une fragilité sur le plan de la projection internationale. Néanmoins, pourquoi je suis amené à parler de démocratie donc déracinée, qui est le sous-titre de cet ouvrage? Eh bien, précisément parce que la démocratie latino-américaine a été pensée depuis les transitions, en tout cas la démocratie, à travers la consolidation ou l'intensification du lien vertical qui liait précisément le citoyen, la société, la citoyenneté dans son ensemble, vis-à-vis du pouvoir principalement exécutif. La démocratie, dans la dernière décennie, notamment la décennie progressiste, on l'a vu avec les grands leaders politiques charismatiques qui ont essaimé hein, dans la région, dans la ligne de Hugo Chavez, de Lula, de Rafael Correa, d'Evo Morales, tous ces grands leaders progressistes, on a vu se consolider ce lien vertical entre donc la base et l'exécutif. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui? On peut voir, comme je vous l'ai expliqué, que les démocraties électorales ne permettent plus de donner toute sa substance, toute sa force à ce lien, qui est au final la seule capacité du peuple à s'exprimer. En l'occurrence, on a donc un mécanisme de fonctionnement prioritaire de la démocratie qui est dysfonctionnel. Ça, c'est le premier point. Le pilier du fonctionnement démocratique latino-américain, dans des régimes où le pouvoir présidentiel est extrêmement fort, on parle d'hyper-présidentialisation hein, souvent, ce lien-là qui lie le président et le peuple est dysfonctionnel. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on observe aussi? On observe que la démocratie, comme je vous l'ai expliqué, depuis les transitions, n'ont pas été en mesure de revenir sur tous ces processus historiques et sociaux qui ont contribué à plutôt consolider des ruptures, consolider des brèches au niveau donc de la société. Et en la mesure, ça a été, là encore, un élément de dysfonctionnalité. Donc, on peut voir aujourd'hui que malgré le sentiment ou la perception d'une moyennisation de la société, quand je parle de moyennisation de la société, je fais référence bien évidemment à cette
élargissement de la classe moyenne, qui est une des conditions sine qua non à l'émergence ou le racinement de la démocratie, cet élargissement de la classe moyenne, dans une période où les ressources économiques ont permis un développement significatif, en réalité n'a pas permis une stabilisation de la démocratie. Voire même à l'inverse, puisque le bilan de la dernière décennie a plutôt été celui du piège des revenus moyens. Qu'est-ce que c'est que le piège des revenus moyens? C'est tout simplement l'idée que dans une conjoncture spécifique économique, la classe moyenne va pouvoir bénéficier d'une structure de revenus plus importante qui va lui permettre d'accéder à de nouveaux services, d'accéder à de l'éducation, d'accéder à du bien-être, d'accéder à du confort. En l'occurrence, quand cette conjoncture-là s'étale sur une période de temps courte, vous n'avez pas la possibilité de casser les structures de vulnérabilité. C'est-à-dire que vous pouvez bénéficier de revenus importants, mais le moindre incident du quotidien, le moindre incident de vie, perte d'emploi, décès dans la famille, va vous remettre automatiquement dans une situation de grande précarité. Donc vous n'avez pas ces éléments de protection et de consolidation de la classe moyenne. Vous avez simplement une projection. Le scénario latino-américain, il est typiquement dans cette configuration-là. C'est-à-dire qu'une augmentation du revenu, mais une absence de solution pour consolider la classe moyenne. Et qu'est-ce qui est venu s'ajouter par ailleurs? Il est venu s'ajouter une crise économique, avec des chutes du prix des matières premières qui ont constitué pour les États, pour les gouvernements, une chute des ressources disponibles et donc une incapacité à redistribuer. Donc vous avez un peu une double peine sur le plan économique qui ont contribué à faire de la démocratie existante un scénario qui ne permettait pas une projection vers le progrès qui avait été présenté dans la décennie progressiste. Donc, de cette réalité-là, vous avez, encore une fois, les bases, les fondements de la frustration sociale qui, alimentée par ces triples rejets, par les grandes fractures existantes, vont donner donc cet essor et cette multiplication des crises politiques. Donc, c'est le scénario et c'est la description que je présente dans ce livre. Malgré tout, je crois qu'il faut poser une question et surtout, il est important de la laisser ouverte, je prends évidemment garde d'y répondre, c'est la capacité des différents États ayant connu des crises à pouvoir mettre en œuvre depuis les gouvernements eux-mêmes, par les élites politiques eux-mêmes ou par les sociétés elles-mêmes, de mettre en œuvre donc du changement politique, de la réforme politique, et faire en sorte donc de recréer de la légitimité, de recréer une solidité des autorités politiques, une nouvelle solidité gouvernementale, afin donc de consolider le cadre de la démocratie du XXIe siècle qui peut-être permettra à l'Amérique latine de rejouer un nouveau rôle donc sur le plan international. Néanmoins, je crois que dans l'horizon temporel très court qui nous sépare encore des grandes crises que le continent a connues, on ne peut que laisser cette question ouverte et se dire que beaucoup de travaux de recherche sont devant nous et que l'Amérique latine va rester ce laboratoire pour la science politique et les relations internationales qu'il a longtemps été et qu'il restera pour les prochaines décennies. Voilà ce que je voulais donc partager avec vous sur les grands éléments, des grands axes présents dans cet ouvrage, mais je serais surtout très heureux maintenant de pouvoir répondre à des questions peut-être plus ponctuelles, plus détaillées en fonction de réalités nationales. Merci beaucoup, Monsieur Parthenay, pour cette belle conférence. Je pense qu'on va avoir une belle présentation de votre ouvrage. Je pense qu'on va avoir beaucoup de questions. La première serait sans doute autour de l'élection aux États-Unis. Quelles seraient les conséquences pour l'Amérique latine? Comment vous voyez la suite de la politique des États-Unis pour cette région du monde? Alors, les conséquences, elles seront présentes déjà, parce que vous avez bien compris que la gestion politique et diplomatique de Donald Trump était à tous égards, on va dire, très conflictuelle, en tout cas pour le continent, a souvent produit des éléments de tension. Je crois que le premier élément qui est à poser est celui de l'apaisement des relations diplomatiques.
notamment vis-à-vis du pays voisin immédiat, le Mexique, notamment vis-à-vis des pays centra-américains, un bloc de pays que souvent on rassemble autour de cette idée d'Amérique centrale ou d'isthme centra-américain, pour lesquels évidemment les relations diplomatiques ont été très tendues. Pourquoi? Parce que les États-Unis subissaient des flux migratoires importants et venaient fragiliser la frontière sud américaine, ce qui a souvent été la base du discours de Trump impliquant donc la construction du mur, revendiquant la construction du mur. Je crois qu'il va y avoir un apaisement. Un apaisement pourquoi? Puisque Joe Biden, on en a eu le témoignage aujourd'hui d'ailleurs à travers une déclaration officielle de Joe Biden vis-à-vis des catastrophes naturelles qui étaient en cours en Amérique centrale, on a une appétence en tout cas au dialogue ou une dynamique de coopération et de dialogue beaucoup plus importante avec les nations sud-américaines et centra-américaines, beaucoup plus que ça a pu exister pendant le mandat de Trump. Néanmoins, là où je crois qu'il faut être vigilant, c'est que on a souvent pensé la diplomatie de Trump comme étant une diplomatie de rupture vis-à-vis de l'Amérique latine, avec des éléments qui sont tout à fait factuels, mais qui nous permettent d'alimenter cette hypothèse de la rupture. Le fait qu'il n'ait jamais voyagé dans la région, à l'exception d'un sommet multilatéral en Argentine, puisque c'était uniquement dans le cadre de cette visite du G20 en Argentine, et autrement il ne s'est jamais rendu dans la région, qu'il a retiré un très grand nombre d'aides au développement, d'aides économiques vis-à-vis de pays qui étaient donc considérés comme sous-développés. Et de ce fait-là, on a tiré un constat que Trump n'était pas intéressé par l'Amérique latine et voulait s'en détacher. Dans les faits, c'est bien souvent le contraire qu'on a pu observer pendant les 4 ans de l'administration Trump, où le président américain a été extrêmement présent, notamment dans la crise vénézuélienne, où par des biais multiples, la présidence américaine a été très présente dans les crises latino-américaines. Ça a été le cas via notamment l'Organisation des États américains, qui a joué un rôle substantiel et significatif dans une diversité de crises, que ce soit surtout en Bolivie en l'occurrence. Et le pouvoir américain, le pouvoir de Trump, s'est fréquemment et de manière assidue intéressé donc à ce qui se passait en Amérique latine. La principale caractéristique, néanmoins, est cette idée du bras de fer dans la façon de construire un appareillage diplomatique. Et je crois que c'est l'évidente inflexion qu'on observera avec Joe Biden, même si l'élection de Joe Biden n'est pas forcément qu'un signal positif pour les États latino-américains, dans la mesure où le fondement du positionnement américain vis-à-vis de la région, lui, changera que de manière relative. Donc il ne faut pas attendre une grande philanthropie ou intervention politique massive mais bienveillante des États-Unis non plus. Je crois que le pragmatisme économique, le pragmatisme politique continuera, mais sous une autre forme de gestion diplomatique. Merci. Alors, les questions commencent à tomber. Merci pour votre échange et votre honnêteté. Faites-vous le lien entre ce que vous évoquez en Amérique latine et les révoltes populaires qui ont émergé en France avec les Gilets jaunes? Rupture entre le politique et le peuple, augmentation des inégalités. Alors, bon, je me garderai bien de faire des corrélations en bon politiste que je suis, évidemment, mais je crois qu'on peut quand même observer des similitudes entre des terrains évidemment politiques et institutionnels et sociaux. Je crois que, comme je vous l'ai expliqué, en Amérique latine, on est sur un terrain où les institutions politiques, au-delà, je vous ai parlé que des instruments électoraux ou des constitutions, mais c'est ce que je fais dans le livre. Il faut bien évidemment élargir encore plus le propos et parler des institutions politiques. Ce qu'on observe, c'est que les institutions politiques, elles sont délégitimées, avec l'idée que les autorités publiques, investies de la légitimité de gouvernement, ont de plus en plus de mal à intervenir, ont de plus en plus de mal à réguler et sont de plus en plus critiquées, en tout cas dans cette mission. Ce qui alimente la contestation sociale. Et je crois que c'est un trait de partage avec ce qu'on a connu en France, mais aussi ce qu'on connaît en Europe, c'est cette délégitimation des institutions politiques. Dans la mesure où les pouvoirs publics ne sont plus en capacité, ou moins en capacité, d'intervenir directement, de réguler la société de manière performante, efficace, efficiente, effective, avec ces fameux 3 heures. Et je crois que fondamentalement, c'est parce que le monde a changé que ces institutions politiques, elles sont délégitimées. Parce que les phénomènes qui affectent la citoyenneté au quotidien sont très largement transversaux,
sont très largement globaux, dépassent les capacités des États qui, bien souvent, et ça c'est plutôt le cas latino-américain, sont face à des problèmes de rareté des ressources, notamment des ressources économiques, à l'exception de grands États émergents que j'ai pu citer, encore que certaines crises économiques peuvent impacter ces scénarios-là. Mais on voit véritablement cette incapacité de l'État à intervenir pour pouvoir protéger les citoyens, pour pouvoir développer leurs conditions de vie. Et je crois que c'est ce qui, autant en Amérique latine qu'en Europe, alimente véritablement cette frustration sociale et cette contestation sociale. Donc là, il y a un partage. Néanmoins, vraiment, hein, j'insiste, en dehors de ce trait caractéristique, on a des réalités propres à chacun des espaces régionaux et nationaux qui font de très grandes singularités. On ne peut pas comprendre la crise vénézuélienne de la même façon qu'on comprend la crise chilienne. Et si je résiste, je le disais en introduction, à cette idée de tout mélanger, à analyser les crises sous le même prisme et sous le même spectre, je commettrais une erreur évidemment à essayer d'analyser ce qui s'est passé en France de la même façon. Alors, Louis a une question. Merci pour votre présentation. Et donc, suite à ce que vous venez de dire, au vu des derniers événements, pensez-vous que le vote soit un moyen d'épaisser de l'expression démocratique en Amérique latine? Alors, non, je ne pense pas que le vote soit un élément dépassé. Je crois que le fonctionnement de la démocratie électorale est consubstantiel à l'existence de la démocratie elle-même comme étant une voie d'expression, comme étant une voie qui permet de canaliser la demande sociale. Pour autant, si je suis absolument convaincu qu'il est nécessaire de le maintenir, ce lien-là électoral, il n'est pas dépassé, mais il est nécessaire d'être ajusté ou peut-être complété par d'autres dispositifs qui vont correspondre à des attentes de la citoyenneté. Pourquoi je vous présente les choses de cette façon-là? Tout simplement parce que on n'est pas dans le cadre, si on observe les choses concrètement, on n'est pas dans le cadre d'un dysfonctionnement de la démocratie électorale. Elle fonctionne très bien, et je vous l'ai dit. Les gens participent, c'est de là qu'on peut tirer beaucoup de paradoxes, hein, c'est très étonnant. On voit des sociétés qui explosent les unes après les autres, et pour autant, à chaque échéance électorale, on voit des queues infinies de gens qui vont voter, qui vont s'exprimer. Et c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on peut penser nous en Europe, où à partir du moment où on n'est pas content, ben on ne va pas voter. Donc, en tout cas, il y a une défection électorale. En Amérique latine, ce n'est pas du tout le cas. Ce qui fonde véritablement la grande différence avec l'Amérique latine, c'est que cette décennie progressiste que j'évoquais a été une rupture sur le plan économique, avec une évolution considérable des ressources, distribution des richesses importante, qui ne s'est pas stabilisée, comme je l'ai expliqué, mais qui a été importante dans cette période. Et puis, surtout, dans le plan des pratiques politiques, la création de mécanismes qui ont, pour la première fois dans l'histoire de ces pays, donné une voix aux citoyens, donné une voix aux individus. C'est pas pour rien que la démocratie participative, la démocratie directe, qui souvent a été empruntée en Europe et qui a un peu essaimé chez nous, mais pas beaucoup de succès, c'est pas pour rien qu'on l'a vu apparaître en Amérique latine, à travers le Forum de Sao Paulo, à travers les budgets participatifs. C'est pas en Europe que c'est créé tout ça, c'est au Brésil. Et puis, on voit une recrudescence de ces dispositifs participatifs. Donc, au-delà d'avoir plus de revenus à la fin du mois, qui permet de se dire j'appartiens, oui ou non, à la classe moyenne, on a aussi des institutions politiques qui, pour la première fois, ont donné une voix aux citoyens. Et du jour au lendemain, avec les alternances politiques, le retour des gouvernements conservateurs, les crises politiques, cette voix, cette capacité en tout cas à faire entendre sa voix disparaît. Où certains s'expriment en disant ça ne fonctionnait pas suffisamment bien. De ce fait, vous avez une véritable frustration, pas simplement sur le plan socio-économique, mais sur le plan politique, qui va faire que les attentes, elles ne s'expriment pas uniquement en matière de vote. C'est pour ça que je vous dis c'est important de le maintenir, malgré tout ça fonctionne. Mais les attentes, elles sont sur un autre terrain. Et c'est ce qu'on appelle le tournant participatif. Le tournant participatif, aujourd'hui, il est intégré de plus en plus dans le fonctionnement de la démocratie, ou en tout cas comme une attente du fonctionnement de la démocratie en Amérique latine, le fait de pouvoir participer par la consultation, par l'expression directe, etc. Et en l'occurrence, c'est ça qui fonde aussi les demandes sociales.
qu'on a pu observer partout, enfin en tout cas dans beaucoup de pays. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut bien comprendre ma réponse, qui est une réponse un peu mitigée, hein, vous l'avez bien compris, on maintient l'élection parce que ça marche, mais il faut quand même répondre à une exigence sociale qui se place sur un autre niveau. Merci. Un autre rapprochement qui est fait par notre étudiante Myriam, considérez-vous qu'un parallèle entre les vents de colère d'Amérique latine et les vagues d'espoir de 2019 au Soudan, en Algérie et au Liban soit pertinent? Si oui, pourrait-on présupposer l'existence d'influence entre ces différents espaces? Alors, je vous remercie pour cette question qui est tout à fait excellente, puisque c'est un projet de recherche que je m'apprête à mener dans les années qui viennent. Donc, par contre, comme c'est un projet qui est à venir, je suis absolument incapable de pouvoir répondre à ces questions-là. Malgré tout, je vais vous en dire un mot, parce que précisément, votre question est très bonne et, et elle est extrêmement pertinente. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est des signaux faibles comme ça de crise politique qui ont éclaté de par le monde, avec plus ou moins de ressemblances, avec plus ou moins de communauté des facteurs, si on veut utiliser cette expression-là, et qui, pour la plupart, ont eu un véritable impact sur les régions dans lesquelles ces crises surviennent. Et c'est dans ce sens-là que je prends votre question et que je trouve votre question intéressante. Dans la mesure où ce qu'on a pu observer en France, par exemple, a eu mécaniquement un impact sur les États voisins. Il y a eu un écho dans les pays voisins, comme le mouvement 5 étoiles en Italie, Podemos, quelques années plus tôt, ont eu des impacts sur notre société française. Donc, les crises politiques, telles qu'elles se formulent, telles qu'elles s'expriment, telles qu'elles se manifestent, produisent des effets d'engrenage, d'émulation sur les autres pays. Et en l'occurrence, ce que je vous dis là pour l'Europe est ce qui s'est d'une certaine façon passé en Amérique latine, et c'est également peut-être, mais là mes compétences sont dépassées, peut-être ce qui s'est passé également au Moyen-Orient et dans certaines régions de l'Afrique. En l'occurrence, ce qui est intéressant sur le plan analytique, c'est de voir et essayer de comprendre, parce qu'à ce stade, je vous dis, c'est une question, c'est également encore une question pour moi, et j'ai besoin de m'entourer de collègues spécialistes des différentes régions pour pouvoir y répondre, mais c'est de dire, est-ce que ces crises et leur écho, leur émulation régionale produisent des effets au-delà de ce que les sociétés, en tout cas, connaissent comme vecteurs d'instabilité? Est-ce que parce qu'une crise éclate dans un État voisin, est-ce que cette situation-là va attiser des éléments qui, sans cette crise, ne se seraient peut-être pas forcément matérialisés dans de la contestation sociale? C'est véritablement une question. Bon, pour répondre dans le détail, je ne peux pas. Je vous le dis tout de suite. C'est l'objet d'un prochain livre. L'objet, voilà, de la prochaine conférence ou du prochain bouquin, effectivement. Alors, Edgar, qui est aussi notre étudiant de 4e année, dans la séquence politique que vous avez étudiée, un coup d'État a eu lieu en Bolivie et a profité d'un étonnant soutien de la presse internationale. Depuis le New York Times, qui n'en a pourtant pas l'habitude, qui a présenté des excuses pour avoir adopté une position suggérant que l'apprentie dictatrice Janine Agnès et ses compagnons n'avaient pas fait de coup d'État. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette séquence bolivienne? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, le coup d'État bolivien borne la séquence temporelle que j'étudie, dans la mesure où, pour la première fois, comme je l'indiquais en introduction, on a cette rupture de l'ordre constitutionnel. Alors, je mitigerai quand même les mots que vous utilisez sur apprentie dictatrice de Janine Agnès, puisque bon, derrière l'idée d'une dictature, sur le plan politique du terme, lecture politique des choses, on était quand même loin d'une dictature, même si le régime avait certaines tonalités autoritaires, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais je retirerai ce terme de dictature, en tout cas pour ma part. Ce qu'on a pu observer en Bolivie est un cas extrêmement intéressant, précisément de l'influence extérieure, puisque vous avez une situation qui était une société nationale qui était profondément divisée sur le plan social, sur le plan culturel. Et en l'occurrence, c'est véritablement un cas d'espèce de l'influence extérieure. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une organisation internationale, l'Organisation des États américains, qui est une organisation mal perçue en Amérique latine, très largement considérée comme étant instrumentalisée par les États-Unis, comme on l'appelle d'ailleurs le ministère des colonies historiquement, en tout cas depuis l'Amérique latine, pas évidemment à Washington. Mais son intervention a très largement jeté de l'eau sur le feu et a délégitimé une élection qui, pour le coup, est aujourd'hui, en tout cas on peut le savoir, était valide.
l'organisation des États américains a jeté le soupçon, a jeté de l'incertitude sur des éléments de procédure électorale, sur de l'ingénierie électorale, en appelant à la fraude, en dénonçant des éléments de fraude, en dénonçant des imprécisions sur la transmission des données, ce qui a contribué, alors que c'était déjà extrêmement présent, qui a contribué à renforcer encore un peu plus la polarisation. De ce fait, sur cette polarisation-là, il n'y avait plus au final beaucoup de scénarios possibles. Ce qui a fait qu'Evo Morales a été contraint de quitter le pays pour sa propre sécurité, mais pour la simple et bonne raison que, au final, la situation était tellement polarisée que savoir qui avait gagné n'importait plus. N'importait plus. Il fallait une période de transition, il fallait comme une sorte de soupape politique, un moment de pause pour pouvoir reposer le débat national et réorganiser une stabilité, en tout cas politique, et une relégitimation des institutions politiques. Alors, cette relégitimation, elle s'est faite dans la douleur, puisqu'elle s'est faite avec un gouvernement de transition qui a très largement abusé de ses prérogatives. Il faut bien savoir qu'un gouvernement intérimaire a pour seule et unique fonction d'organiser, enfin de gérer les affaires courantes et d'organiser les élections suivantes. En la matière, Jeanine Agnès, c'est pour ça que je parlais d'autoritarisme, a très largement verrouillé les contestations sociales, a très largement pris des positions sur le plan économique et diplomatique qui étaient antagonistes au gouvernement précédent et dépassaient ses fonctions. Néanmoins, cette transition elle a été nécessaire pour pouvoir remettre à nouveau la pertinence de la question de savoir quel est le leader politique et quel est le leader en capacité d'incarner l'État, d'incarner la nation bolivienne. Donc il y a eu une période d'un an avec des élections qui ont eu lieu il y a très peu de temps et qui ont donné du coup la victoire au candidat du MAS, Luis Arce, puis le retour d'Evo Morales, et qui contribuent à stabiliser la situation politique. Néanmoins, là encore, il ne faut pas trop se réjouir, même si politiquement la situation, on va dire, d'une certaine façon est retournée à la normale, la société, elle, est très largement encore polarisée, divisée, et ça va être précisément le grand challenge, le grand défi de la démocratie bolivienne, de pouvoir penser les plaies de cette polarisation qui s'est violemment exprimée l'année passée. Et c'est donc le constat que je dresse aussi pour les autres démocraties du continent, dans le livre, de pouvoir essayer, par la démocratie, de dépasser les grandes fractures qui ont existé. Et la Bolivie en est l'exemple le plus emblématique de mon point de vue. Merci. Et alors, une question sur le Pérou de Léa. Bonsoir et merci pour votre présentation. Pourriez-vous revenir sur les événements récents au Pérou? Quels en seraient les facteurs profonds selon vous? Quelles issues sont envisageables pour régler cette crise politique? Aussi, comment expliquer la résonance médiatique des événements récents en France, qui en a non seulement très peu parlé et surtout de façon très timide, et sous-évaluant la portée de la crise et des manifestations, il me semble? Oui, alors déjà sur l'absence de traitement de la crise, je crois qu'il y a une réalité qu'on ne peut pas écarter, c'est l'omniprésence des élections américaines qui ont absolument balayé toute autre actualité. Mais bon, il ne faut pas se rendre dépendant vis-à-vis des médias, il faut être acteur de sa propre information aussi, et l'information pour le coup a été quand même bien traitée du côté latino-américain, malgré tout et malgré l'élection aux États-Unis. Alors, merci pour cette question pour le Pérou, parce qu'effectivement, c'est un cas qui est extrêmement présent dans mon livre et qui prend beaucoup de place, parce qu'il résonne avec toutes les dynamiques que j'ai pu vous décrire ou vous présenter rapidement. Je crois qu'un des sous-bassements profonds de la crise péruvienne est celle de la structure, en tout cas, de ce rejet de la culture des privilèges et de ce rejet d'une culture endémique de la corruption. C'est une réalité. Ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui au Pérou, le fait que, peut-être pour synthétiser pour ceux qui ne sont pas trop familiers de la situation au Pérou, je résume à très grands traits, puis je passe à l'analyse ensuite. Il faut revenir à mars 2018, où le président élu en 2017, Pedro Pablo Kuczynski, est démis de ses fonctions, destitué après donc, un vote au Parlement, pour des affaires de corruption, après avoir donc touché, et ça a été avéré par la justice, après avoir touché donc des pots de vin de l'entreprise Odebrecht, donc l'entreprise brésilienne qui est spécialisée dans les infrastructures et qui a très largement graissé la patte d'un très grand nombre d'élites politiques latino-américaines.
Et en l'occurrence, donc ces conflits d'intérêts et ces pots de vin ont été identifiés et la destitution s'est faite par incapacité morale. Et cette incapacité morale, c'est précisément donc l'affaire de corruption. Qui a succédé Martin Vizcarra, donc, qui était le vice-président, qui a succédé par ordre constitutionnel à Pedro Pablo Kuczynski, et après 2 tentatives de destitution par le Parlement, la deuxième a été la bonne, et de la même façon, le président Vizcarra s'est fait destituer pour ce fameux principe constitutionnel qui existe au Pérou d'incapacité morale, et donc, encore une fois, avec comme assise la question de la corruption. Entre-temps, le Parlement avait été dissous lui-même, puisque de multiples députés étaient touchés par des affaires de corruption. Bref, vous comprenez, dans un scénario et dans un horizon très très court, que la corruption est structurante pour comprendre la dynamique politique. Néanmoins, il ne faudrait pas considérer que c'est une réalité du temps présent et uniquement enchâssée dans l'actualité. La corruption, c'est une réalité de 30 ans, par la constitution d'une classe politique qui remonte à Fujimori, qui lui-même avait été accusé pour des affaires de corruption et de crimes contre l'humanité, d'ailleurs, avait passé un certain nombre d'années en prison. Donc la corruption est quelque chose d'extrêmement présent. Qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui s'exprimer au Pérou? On voit s'exprimer en réalité un rejet de cette culture des privilèges, un rejet de cette corruption, mais on voit aussi s'articuler des demandes sociétales et sociales qui sont très largement diffuse, avec un mouvement anticorruption très fort, mais également un mouvement féministe très présent qui rejette cette culture du patriarcat. Il faut pas complètement oublier le fait que dans les premiers scénarios politiques qui ont contribué à la destitution de Pedro Pablo Kuczynski, il y a eu d'autres affaires qui touchaient un magistrat sur l'instrumentalisation politique et d'inégalité, en tout cas, de la justice vis-à-vis des femmes. Donc, il y a un terreau favorable aussi à l'émergence d'autres causes. Et aujourd'hui, on a une société, une génération bicentenaire, qui très largement converge pour dire, voilà, vous vous êtes trompé de génération, et les demandes sociales en matière de transparence, en matière de légitimité démocratique, en matière de fonctionnement des institutions politiques, a évolué. Et en l'occurrence, cette classe politique gangrénée par la corruption ne convient plus et ne satisfait plus. C'est la raison pour laquelle, autant en Amérique latine qu'en Europe, vous pouvez voir aujourd'hui beaucoup d'articles qui disent « on a trouvé tel président, le Pérou a trouvé tel président, mais le problème n'est pas là ». Effectivement, le problème n'est pas là, et le problème ne réside plus dans qui gouverne le pays. Tellement la rupture et la fracture a été profonde au sein de la société, et tellement il est nécessaire aujourd'hui de recréer une légitimation profonde des structures gouvernementales et même de la structure étatique. Donc, il y a ces 2 niveaux de lecture. Il y a vraiment cette lecture corruption, et puis sur le temps long, la délégitimation des institutions politiques, de l'offre politique, de l'offre électorale, qui contribue donc à renouveler les attentes et les espérances dans le pays. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous dire quand vous avez, parce que là, les questions ne cessent de tomber. Donc, quand vous êtes fatigué, vous nous le dites. Pour revenir avec la relation avec les États-Unis, une question d'Alixia. L'administration Trump n'avait-elle pas aussi intérêt à laisser ces crises s'embraser, sans aide internationale à la démocratisation comme elle peut être faite ailleurs, au vu de son électorat latino effrayé des défaillances de l'Amérique latine vue comme de gauche? Quelle perspective alors de nouvelles relations dans le continent américain avec l'élection de Biden? Les perspectives à attendre, j'en ai déjà parlé, évidemment, sur cet apaisement diplomatique et sur la prise en compte un peu plus solidaire des intérêts de certaines nations du continent. Néanmoins, je ne crois absolument pas que Trump ait eu le moindre intérêt à laisser des crises s'embraser. Il en a même été partiellement victime, notamment dans l'intervention dans laquelle il a voulu lui-même se lancer vis-à-vis du Venezuela, qui lui a très largement coûté politiquement, qui lui a coûté aussi dans la stabilité interne de son administration, dans le sens où il a, au début de son mandat, été très va-t-en-guerre. Il a même laissé planer un temps le soupçon d'une intervention militaire au Venezuela. Il avait consulté ses proches conseillers sur la capacité des États-Unis à intervenir au Venezuela. Néanmoins, je crois que avoir sous sa frontière sud
ça dépasse très largement Trump, hein, c'est un des éléments structurants de la politique étrangère américaine, avoir sous sa frontière sud des éléments d'instabilité politique ne répond en aucune façon aux intérêts stratégiques américains qui sont prioritaires, ceux de défendre la Homeland Security. Il y a quelque chose de fondamental sur ce point d'un point de vue sécuritaire. Et l'Amérique latine, l'histoire, je vous parlais très rapidement tout à l'heure de l'histoire, de ces liens historiques très très forts qui lient l'Amérique latine aux États-Unis. La dimension sécuritaire est évidemment extrêmement présente et en dehors des manipulations, interventions, instrumentalisations, il y a aussi eu cette question de la sécurisation du continent pour éviter de créer de l'instabilité d'une part et pouvoir s'appuyer sur des gouvernements voisins, mais aussi, et on l'a vu très largement, pas que sous Trump, mais aussi sous l'administration d'Obama, des risques qui sont inhérents aux flux migratoires qui sont générés par l'instabilité politique. Le scénario le plus concret qu'on puisse trouver, qu'on puisse présenter pour illustrer cette idée, c'est véritablement celui de l'Amérique centrale. La violence endémique, la corruption, l'insécurité politique a, depuis 10 ans, 15 ans, a très largement conduit des flux de population à quitter leur pays, leur territoire, pour migrer vers les États-Unis. Ce n'est pas simplement la recherche de l'Eldorado économique, c'est aussi la recherche de la sécurité. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que pendant une très large partie de l'administration Obama, hein, c'est vraiment, hein, je répète, c'est pas que Trump, hein, pendant une large partie du mandat d'Obama, il y a des sujets stratégiques qui se sont présentés, des enjeux humanitaires qui se sont présentés par ces flux de migrants, de mineurs, notamment migrants qui venaient s'entasser à la frontière et qui créent de véritables situations d'urgence humanitaire et qui sont autant de foyers de préoccupation et de dérangement, en tout cas pour les autorités américaines, qui tentent d'endiguer le plus souvent. Et là encore, ça permet, enfin, sur ce point, je voudrais démystifier une autre réalité qui veut que Trump a souvent eu cette dimension extrêmement brutale vis-à-vis de l'Amérique latine, à favoriser les retours dans les États d'origine, ce qu'on appelait les deportations aux États-Unis. Il faut bien avoir en tête quand même que les volumes de déportation, hein, mauvaise traduction de l'anglais, mais le volume de ces deportations, ces retours au pays d'origine, des séparations des familles, notamment vis-à-vis des mineurs, sont plus importantes sous Barack Obama que Donald Trump lui-même. Regardez les chiffres, hein, vous allez sur le site du département d'État ou de la sécurité intérieure, vous allez voir les chiffres qui sont transparents et vous allez pouvoir voir que ça commence très largement sous la période Obama. Ce qui casse une réalité justement dans cette opposition démocrate-républicain, dureté vis-à-vis de l'Amérique latine, souplesse, et je vous évoque ça aussi pour alimenter ce que je disais tout à l'heure sur ma première réponse, dire que c'est pas forcément parce que Joe Biden, un démocrate, arrive au pouvoir, que certaines tendances structurelles vont changer. Il ne faut pas oublier que ces déportations massives, ces reconduites à la frontière, elles ont été plus importantes sous Obama que sous Trump. Et ça permet de mettre un petit peu en perspective certaines choses. Alors, une question de Thaïs. Pensez-vous que l'utilisation des médias et réseaux sociaux est un danger pour les démocraties en Amérique latine? Y a-t-il une influence sur l'opinion politique et la prise de position dans les manifestations, notamment au Nicaragua, lors des manifestations de 2018, où les manifestations ont été très relayées? Donc, le rôle des réseaux sociaux. Et une autre question qui est sur le rôle des mouvements évangéliques. Comment peut-on comprendre le rôle des groupes évangéliques dans les transformations des démocraties en Amérique latine? Une question d'Antoine. Alors, ces deux questions qui sont très intéressantes et qui poussent à des réflexions qui sont longues, et donc je vais essayer d'être court. La question des réseaux sociaux, elle est englobante et on peut y répondre de multiples façons. J'ai envie de dire qu'elle est utile à certains égards pour la société civile, elle la dessert dans d'autres façons de regarder les choses. Pourquoi elle est utile? Comme vous l'avez très justement dit, dans la question de la crise au Nicaragua qui a éclaté en avril 2018, également sur des terrains d'autres conflictualités comme au Venezuela, on peut voir que les réseaux sociaux sont des vecteurs d'information alternatifs, parallèles, qui contribuent
à consolider des communautés contestataires qui permettent en tout cas à la citoyenneté d'avoir d'autres leviers de communication, d'autres leviers d'information. Et en cela, je crois que c'est un outil qui est extrêmement précieux et qui est très largement utilisé. Aujourd'hui, on voit beaucoup en Amérique latine d'études par nos collègues de communication qui travaillent sur l'usage de WhatsApp, de Twitter, et qui est un outil absolument stratégique en termes de communication politique. Malgré tout, il y a un pendant à cette réalité-là, à cette utilité-là, c'est que ça devient une cible. Ces réseaux deviennent une cible, et vous l'avez, je ne sais pas si c'était présent dans la question, mais dans la crise que vous mentionnez pour le Nicaragua en l'occurrence, Twitter a été très largement une cible, comme Facebook a été une cible au Venezuela à un moment de la crise, autour de 2014-2015, pour censurer, d'une certaine façon, essayer de contrôler ou de dévier certains éléments de contestation, certains acteurs de la contestation, certains enjeux. Et en l'occurrence, ça devient un outil, une instrumentalisation technologique qui, lorsqu'elle est contrôlée par les gouvernements, peut déposséder les citoyens d'un outil, comme je le précisais, de communication, d'information alternative. Ce qu'on voit aujourd'hui aussi, on essaye de prendre un petit peu plus de hauteur par rapport aux conséquences que peuvent produire ce genre de réseaux sociaux, eh bien c'est de lier dans la gestion politique, de lier les dirigeants, l'exécutif, de manière directe vis-à-vis de la population. Aujourd'hui, dans la région, il y a des cas assez emblématiques, un notamment au Salvador avec le président Nayib Bukele, qui, au début de son mandat, en tout cas c'est un peu moins flagrant aujourd'hui, mais a très largement gouverné par Twitter. C'est au-delà de la tweet diplomatie, c'était le tweet government. Littéralement, il gouvernait par Twitter. Il donnait des ordres à ses ministres en disant « Ministre de l'Éducation, vous faites ça et ça doit être fait dans 48 heures ». Et évidemment, tous les ministres se mettaient à avoir des comptes et à répondre aussitôt et à essayer d'apporter les preuves de leur action. Je crois que cette dynamique-là, elle alimente le biais que j'évoquais tout à l'heure sur les dysfonctionnements de la démocratie électorale et l'hypertrophie de ce lien direct qui va exister entre le leader et la population. Un lien qui est en réalité extrêmement fragile et qui peut être déconstruit parce qu'il manque très largement d'horizontalité, de transversalité, et qu'on ne rend pas compte de l'activité gouvernementale, on ne rend pas compte du fonctionnement de la démocratie par un réseau social. Donc, en l'occurrence, je crois que c'est un point de fragilité qui, en Amérique latine tout du moins, a eu pour effet de servir une dynamique qui existait déjà, qui est celle donc de nourrir un peu plus l'hypertrophie présidentielle, avec des leaders charismatiques comme Trump, hein, c'est le même effet que Trump, qui tweet à tout va, gouverne par les réseaux sociaux, et je crois que ça, fondamentalement, ça nuit à la démocratie, ça nuit à la qualité de la démocratie. La deuxième question, qui concerne les évangélistes, pour le coup, c'est également une vaste question qui renvoie, on va dire, au-delà du groupe évangéliste, ce qu'il représente comme groupe religieux positionné sur le plan idéologique, il renvoie plutôt à l'idée, de mon point de vue en tout cas, de ces groupes d'influence qui permettent de capter l'État, de capter le pouvoir. On peut voir à de nombreux égards que certains exécutifs, certains pouvoirs nationaux sont très largement captés par des influences qui sont des infusions de groupes, de corporations, et qui contribuent en fait à faire valoir des intérêts qui sont spécifiques. Et derrière la question que vous posez sur les évangélistes, c'est toute l'idée de l'importance et de l'influence du corporatisme, c'est-à-dire dans quelle mesure les corporations vont pouvoir tirer profit du pouvoir par une influence forte, par une instrumentalisation, et servir en retour ses propres intérêts. Quand on positionne cette question dans ce cadre-là, je crois que ça dépasse très largement les évangélistes. Aujourd'hui, on a vu qu'effectivement, dans certains pays, au Guatemala, c'est très fort, au Brésil, c'est très fort, les groupes évangélistes ont une influence décisive dans les pouvoirs en place, mais je crois que fondamentalement que la question, on doit encore une fois la ramener à la démocratie et la ramener à la capacité d'un gouvernement, la capacité d'un État à ne pas voir sa fonction régulatrice être capturée, être captée par des groupes ou des corporations qui font valoir leurs propres intérêts.
Donc c'est toute la dynamique et l'équilibre qui doit être trouvé entre les intérêts des groupes et l'intérêt de la collectivité. Et je crois que fondamentalement, là, dans les cas où les évangélistes, les groupes évangélistes ont une influence forte, on est dans un cas de déséquilibre des intérêts particuliers versus des intérêts collectifs. Et on se retrouve, encore une fois, sur le terrain d'un dysfonctionnement général de la démocratie. Merci beaucoup. Deux questions sur le Venezuela. Pardon ? Peut-être deux dernières questions, voilà. si ça vous va. Oui, tout à fait. Donc, deux questions que je regroupe sur le Venezuela, et puis on en prendra une dernière. Comment la communauté internationale peut intervenir au Venezuela? C'était Benjamin et Alicia qui posent une question. Quid de la situation au Venezuela? Pensez-vous que le soutien international à Guaidó soit une voie d'amélioration de la situation du pays? Alors, la situation vénézuélienne vis-à-vis de l'extérieur est extrêmement compliquée parce que beaucoup de choses ont déjà été tentées. Beaucoup de choses ont déjà été tentées sur le plan de l'intervention d'organisations internationales par de la médiation. C'est le cas de l'Union européenne par le groupe de contact international, c'est le cas de médiations qui ont été proposées par le Vatican, c'est le cas d'interventions d'États voisins qui ont créé des groupes multilatéraux, des groupes de coopération comme le groupe de Lima par exemple, pour essayer de trouver des portes de sortie à la crise vénézuélienne. Je crois que grosso modo, on peut facilement dire que toutes ces initiatives-là ont échoué. Jusqu'à aujourd'hui, la meilleure preuve évidemment, c'est le maintien au pouvoir de Nicolás Maduro et cette situation complètement incroyable et qui tient de la fiction d'un président, donc Juan Guaidó, qui est autoproclamé président intérimaire depuis maintenant presque 2 ans, un pays qui a 3 présidents d'Assemblée nationale. Bon, c'est un scénario qui très largement dépasse la fiction, où on voit que tout ce qui a pu exister jusqu'à aujourd'hui en dispositif de médiation, de sortie de conflits ou de crise, a très largement dysfonctionné. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que par le temps qui passe, la figure de Juan Guaidó perd en légitimité dans sa capacité à trouver justement cette voie de sortie de crise, et qu'en l'occurrence, en ayant joué la montre et en ayant gagné ce jeu de la montre, Nicolás Maduro va pouvoir amener le pays jusqu'à un scénario électoral. Un scénario électoral, et c'est là où aujourd'hui se situe toute la tension dont il veut garder le contrôle, qu'il veut organiser à ses conditions. Et c'est évidemment là où encore d'autres acteurs extérieurs viennent essayer de faire pression sur à quel moment l'élection, comment, à quelles conditions. Et c'est vraiment maintenant sur ce terrain-là que se jouent les rapports de force entre les autorités vénézuéliennes, version Maduro, version Guaidó, et la communauté internationale. Je crois que néanmoins, on est dans un scénario favorable aujourd'hui, dans la mesure où l'organisation à échéance plus ou moins longue d'élections semble crédible, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques mois, et qu'en l'occurrence, maintenant, il faut trouver toutes les conditions politiques pour que, évidemment, le président Maduro, s'il sort, voit en tout cas ses intérêts, ses demandes garanties en matière de protection avec l'ensemble de ses conseillers et proches au gouvernement. Donc la situation, je pense, elle est déjà presque inscrite dans une dynamique de construction de l'après-Maduro. Néanmoins, bon, je dis ça, mais beaucoup reste à faire, puisque les élections ne sont pas encore complètement fixées, que les termes de cette élection, les conditions de cette élection ne sont pas fixées, et que je crois que c'est le grand drame du Venezuela aujourd'hui, même si élection il y a une très grande incapacité de l'opposition vénézuélienne à se réunir, à trouver des intérêts communs pour essayer de devenir une force de contre-proposition. Et je crois que dans le scénario politique que vit le Venezuela, c'est véritablement un drame, puisque on n'est pas simplement dans une crise politique, enfin en tout cas dans le sens commun du terme, pas celui que j'utilise dans le livre, mais on voit aussi s'exprimer de manière extrêmement violente une crise économique, une crise sociale, une crise humanitaire, et voir une opposition face à cette dictature du président Maduro, et là j'emploie ce mot à dessein, ne pas voir l'opposition s'articuler, converger pour essayer de trouver une transition, je crois que c'est véritablement un drame national. Donc il y a cet enjeu qui est extrêmement présent, au-delà de l'organisation des élections aussi.
Voilà ce que je peux dire en tout cas sur le Venezuela. D'accord. Limiter, on peut prolonger sur la posture de la communauté internationale, le silence ou le peu d'action quand même générale, mais bon. Et sur la communauté internationale, il y a une question d'Eugénie. Comment évolue le rôle de la Chine à travers ces crises? Alors le rôle de la Chine, c'est une question encore une fois importante, parce qu'il est loin d'être neutre. Quand je disais à l'instant que Nicolás Maduro avait été d'une certaine façon gagnant à jouer la montre, il a été gagnant uniquement parce qu'il a eu des alliés pour ça. Je crois que dans une logique, si on peut supposer qu'il existe des logiques normales de déroulement des crises, mais dans un scénario, on va dire, logique et normal, l'effet des sanctions économiques et politiques qui ont été posées par les États-Unis, par l'Union européenne, la mise au banc d'une certaine façon de la communauté internationale, aurait dû précipiter la sortie du pouvoir de Nicolás Maduro de manière beaucoup plus brève et beaucoup plus rapide. Néanmoins, qu'est-ce qu'on a pu voir, ce pourrissement de la situation, cette installation, cette consolidation de la position de Maduro sur le temps long, elle a été rendue possible, et c'est ce que j'explique dans une partie justement du livre, elle a été rendue possible précisément par l'appui de la Chine et de la Russie. La Chine sur le plan économique, par l'attribution, l'octroi de lignes de crédit qui ont permis au gouvernement de renflouer ses caisses et de pouvoir procéder à des remboursements sans pour autant redistribuer vers la population, hein, c'est ce qui est à l'origine du drame humanitaire, mais ce qui a très largement permis donc de maintenir le gouvernement en place. Et puis la Russie, sur une action d'appui, d'aide, très largement orientée, plus que sur le volet économique et financier, sur le plan militaro-stratégique, en fournissant des armes, en fournissant des appuis en matière de sécurité. Et en l'occurrence, ces deux alliés-là ont permis à Maduro d'avoir une longévité beaucoup plus importante au pouvoir. Alors, il ne faudrait pas considérer non plus que évidemment ces appuis, cette aide, elle est gratuite, hein. La Chine a très largement positionné, a placé ses billes en fournissant un appui qui va lui être profitable sur le plan des approvisionnements en pétrole, sur le long terme, avec des crédits qui vont être remboursés par livraison de pétrole. Et puis la Russie, elle a très largement positionné ses atouts dans la région aussi, puisque à service rendu, territoire concédé et territoire intéressant et stratégique, puisque souvent des territoires qui sont riches en ressources pétrolières et qui plus est souvent des territoires dont les ressources pétrolières n'ont pas encore été mesurées, ce qui peut laisser envisager donc des opportunités stratégiques et économiques absolument vertigineuses pour la Russie sur le moyen et long terme. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Peut-être en 2 mots, une question de Louis. Quel est le pays leader du continent de partie Amérique latine aujourd'hui? Et pour les autres questions, on invite tous les participants qui sont très nombreux ce soir à aller donc lire votre ouvrage qui s'appelle « Crise en Amérique latine, les démocraties déracinées 2009-2019 » et qui vient de paraître aux éditions Armand Collin. Alors, pour répondre en 2 mots à votre question, je crois que précisément ce qui replace tout l'enjeu de la position de l'Amérique latine dans le monde pour le XXIe siècle, c'est le fait que les leaders qu'on pouvait envisager, ces grands émergents qui étaient le Brésil en l'occurrence, le Venezuela lorsqu'il était stable, ou le Mexique, eh bien aujourd'hui sont des pays qui sont très largement instables, fragiles sur le plan politique, fragiles sur le plan de la démocratie, et qui ont perdu cette place, cette position centrale dans les affaires internationales, dans les affaires multilatérales. Et je crois que, pour répondre très directement à votre question, je crois qu'aujourd'hui, des leaders, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et c'est précisément un des enjeux qui occupe le continent pour les décennies qui viennent. Mais bon, je crois qu'il faut aussi, mais j'en terminerai par là, aussi peut-être se dire que positionner le continent dans les affaires globales, peut-être ne passe pas nécessairement par l'affirmation de leadership. Mm-hmm. Ce qui pose véritablement le fond de la question d'un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire fondé sur du multilatéralisme, sur de la coopération, et non pas sur ce qu'on a connu, ce qui est l'héritage et on va dire des relations internationales, sur des conceptions de puissance, de grande puissance qui construiraient l'ordre international. Merci beaucoup pour cette conclusion. C'est moi qui vous remercie. Et puis on vous réinvite quand vous voulez parce qu'il y a plein de questions encore. Merci. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.